Mais d'abord, notre enquête dans le sud de la France, règlement de compte entre trafiquants de drogue. Lunel, à quelques kilomètres de Montpellier. Le 22 décembre 1997 est retrouvé le corps ensanglanté d'Azouz Djilal, un jeune homme de 22 ans. Il gît dans un fossé à la sortie de la ville. La veille, vers 20 h, Azouz quitte le domicile de ses parents où il vient de dîner. Il a mangé une cuillère de couscous, arrivé 8 h, il est sorti. Et il m'a dit je reviens de suite. Il m'a dit je tarde pas, je reviens de suite et de là on sortira. Mais Azouz ne rentre pas. Ses proches s'inquiètent. Le lendemain, vers 14 h, ils se rendent à la gendarmerie. Quand il est venu nous voir, M. Navarro, qui est maintenant à la retraite, il nous a dit, c'est malheureux à dire, mais le corps qu'on a trouvé, ça semble bien ce que vous nous avez décrit, ça semble bien la photo, je suis désolée, il a dit, mais c'est un acharnement. Il a dit, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier, je n'ai jamais vu un corps. C'est de l'acharnement, il a dit. Azouz a reçu 108 coups de couteau. C'est Nadjet, la sœur d'Azouz, et son mari qui vont reconnaître le corps à la morgue. Mon mari m'a dit, laisse tomber, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. C'est impossible de voir ça. Parce qu'il a été taillé de partout, quoi. J'ai dit non, je suis venue ici, il faut que je voie mon frère. Malheureusement, je suis rentrée, ils m'ont pas laissé l'embrasser, ils m'ont pas laissé toucher, parce que bon, il fallait pas laisser de traces. Donc après ça, j'ai confirmé que c'était bien. Même si je le croyais pas, j'ai bien confirmé que c'était lui, quoi. Malheureusement, c'était bien lui. Azouz Djilal a grandi à Lunel. À l'époque des faits, il travaille comme maçon, mais il est aussi connu comme trafiquant de drogue. Il vend du hashish. Le 21 décembre 1997, Azouz a rendez-vous sur ce parking de Lunel avec ses fournisseurs, Adzimani et El Jabri. Les deux hommes lui remettent 5 kilos de cannabis pour une valeur de 45 000 francs. Mais Azouz n'a pas l'argent. Il emporte la drogue sans payer. Le lendemain, on retrouvera son corps. 108 coups de couteau, c'est de la torture. Hein, les coups mortels ayant été portés les derniers, de mémoire de l'expertise du légiste. C'est l'exemple spectaculaire, c'est pour faire peur. Le message était bien clair. On ne fait pas ça, faut payer. Faut payer sa drogue. Mais voilà, ça a dû se passer comme ça. Ils ont dû le faire parler. Où tu as mis l'argent, où tu as fait ça. Ça a dû commencer une taille, 2 tailles, 3 tailles, voilà. Pour eux, c'est un exemple. Écoute, tu veux pas dire, tu veux pas parler, bon, ben, on va en finir avec toi. Le prochain qui fera comme toi, ben, il passera comme toi, le même acte que toi. Allez. Dolly, tu viens ? Allez. Cet homme va jouer un rôle capital dans l'enquête. Il s'appelle Errol Fargier. Il habite à 800 mètres du lieu du crime. Ce jour-là, il part en voiture à la recherche de son chien. Il est 16 h, il fait grand jour. À ce carrefour, Fargier dit avoir assisté à la scène du crime. Ils ont sorti un bonhomme de la voiture, et ils l'ont attrapé de chaque côté. Il y en a un qui l'a attrapé de chaque côté, comme ça, sous le bras, et puis ils l'ont emmené en arrière. Tout le long, là, ils l'ont emmené en arrière. Et il y en a un qui, devant, piqué, ou je sais pas, j'ai pas vu le couteau ni rien du tout, mais le geste était bien significatif. Curieusement, Errol Fargier ne prévient pas la police. Il rentre chez lui, mais comme son chien n'est toujours pas revenu, il part à sa recherche une deuxième fois. La scène se poursuit. Là, on voyait bien les taches de sang sur la chemise. C'était très... Bon, j'ai dit, bon, ben, ils ont fait la fête et ils sont en train de se disputer entre eux. C'est une histoire entre maghrébins. Je ne sais pas pourquoi, je me mêlerai de tout ça. Il rentre chez lui, son chien n'est toujours pas là. Errol repart une troisième fois. Tout le monde était parti et il restait qu'un, celui qui avait porté les coups. Et je me suis arrêté à la hauteur de celui qui a été tué. Je suis arrivé là, ici à droite avec la voiture et je le regarde. Il ne me demande rien. Je le dépasse un peu et il a essayé de sortir du fossé. Je l'ai vu mettre un pied en avant, mais comme le fossé était en pente ou autre chose, il a dérapé. Et cela voulait partir en renverse, en arrière. Et il est resté contre le mur, couché. Il a poussé un cri et il s'est couché là. Il est resté là.
Et après, le bonhomme qui était un petit peu plus loin, la hauteur de mon camion, l'histoire de 3, 4, 5 mètres, je l'ai regardé, j'ai dit, dites, votre ami, il n'est pas bien. Vous pourriez vous en occuper un petit peu. Et c'est là où il a eu une manière désinvolte de me dire, on s'en fiche. Hein, il ne m'a pas parlé, mais il m'a dit, on s'en fiche. Bon, moi aussi, je suis parti. Et j'ai tout laissé ça comme ça. Puis 3 jours après, je vois la gendarmerie qui cherchait là. Bon, et puis j'ai parlé aux gendarmes, j'ai dit, bon, je pense avoir vu certaines choses. Fargier est convoqué à la gendarmerie. Les enquêteurs lui demandent de reconnaître les meurtriers derrière une vitre sans teint. On lui présente 10 personnes. J'en ai reconnu une. Et l'autre, j'ai dit, il se pourrait. Il se pourrait que celui-là aussi. Adzimani et El Jabri, les 2 hommes qui avaient rendez-vous avec Azouz sur le parking. 2 trafiquants de drogue bien connus sur la ville de Lunel. Et puis après, on m'a dit, bon, ben écoute, ceux-là aussi, ce sera pour toutes les vacheries qu'ils ont faites. Et puis, voilà, parce qu'il y avait des antécédents là-dedans qui faisaient que ces gens-là devaient être arrêtés. Bon, au trafic de drogue. C'est pas moi qui les ai arrêtés, c'est qu'ils étaient déjà repérés. En 2003, devant la cour d'assises de Montpellier, Errol Fargier maintient son témoignage. Adzimani et El Jabri sont condamnés à 20 ans de prison. Une peine confirmée en appel à Perpignan 1 an plus tard. Du fond de leur cellule, les 2 hommes clament leur innocence. Depuis 10 ans, Lawaria, la sœur d'Adzimani, se bat, car elle est convaincue que son frère n'est pas l'auteur du crime. Non, c'est pas possible. Moi, je suis sa sœur, j'ai une intime conviction, je le connais, j'ai grandi avec lui, donc je me dis, non, ça, c'est pas possible. Maintenant, comme il dit, nous avons dealé, c'est une chose, on a assumé. Maintenant, il n'y a pas de question qu'on vive avec cette étiquette de meurtrier. Adzimani et El Jabri reconnaissent avoir donné les 5 kilos de cannabis à Azouz. Le jeune homme leur promet alors de revenir quelques minutes plus tard avec l'argent. Au bout d'une demi-heure, Azouz ne revient pas, ils partent à sa recherche, sans jamais le retrouver. Nous avons réussi à joindre Adzimani par téléphone. Depuis sa cellule, il nous confirme sa version des faits. Nous avions vu Azouz à 20h30, mais au-delà de 20h30, plus jamais, on l'a plus revu. Vous l'avez cherché? Ah oui, on l'a cherché un moment, on tournait, bon il faisait nuit, on tournait, on l'a pas trouvé, on a été même le chercher jusqu'à chez lui, là où il avait déménagé à Nîmes, on est revenu, et bon, on a dit bon, il nous rappellera, et il nous a jamais rappelé quoi. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Pour tenter de prouver l'innocence de son frère, en 2003, Lawaria engage un détective privé, Roger-Marc Moreau. L'enquêteur est connu pour avoir contribué à la libération d'Omar Haddad. Roger-Marc Moreau et son assistant reprennent l'enquête à zéro. Comme tous les enquêteurs, ils reviennent d'abord sur les lieux du crime. C'est là qu'ils vont trouver les éléments les plus troublants. On a retrouvé le corps de la victime dans ce fossé, mais ce n'est pas à cet endroit qu'il est assassiné. Il était assassiné un petit peu à l'abri des regards, dans un chemin à proximité. Le meurtre a eu lieu par ici, et puis ils vont transporter le corps pour le déposer un petit peu plus loin. Bien évidemment, les enquêteurs vont retrouver la mare de sang et les traces de lutte. Et lorsqu'on transporte un corps, il y a des gouttes de sang qui tombent et on voit le sens de déplacement. Donc on va pouvoir déterminer qu'effectivement il a été porté et traîné le long de ce chemin jusqu'au fossé dans lequel on va le retrouver. Cela vient en partie contredire le témoignage d'Errol Fargier, puisqu'il prétend que tout s'est passé au milieu de la route, en plein jour, et aux yeux de tout le monde pendant 1h30. C'est un petit peu étonnant. Mais Roger-Marc Moreau soulève un autre élément clé, l'heure du crime. Azouz n'a pas été tué l'après-midi comme le prétend Errol Fargier, mais le soir, après 20h. Un 21 décembre, c'est-à-dire au moment où les journées sont les plus courtes, il fait nuit noire. Et à cet endroit, il n'y a aucun éclairage. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Donc il ne pouvait pas ni voir les gens, ni les reconnaître, ni voir le corps, comme il le décrit, tomber dans le fossé de son rétroviseur en partant. Enfin, pour le détective, les éléments scientifiques n'ont pas été suffisamment exploités par les enquêteurs. On va retrouver sur la scène du crime de l'ADN, plusieurs ADN.
que l'on va comparer, ce n'est pas le leur. Donc manifestement, il y a d'autres assassins. Au total, les enquêteurs retrouveront 8 ADN différents, 8 personnes qui n'ont jamais été retrouvées par les gendarmes. Alors, Adzimani et El Djabri sont-ils coupables? Y a-t-il d'autres pistes dans cette affaire? Azouz Djilal avait mauvaise réputation dans le milieu des trafiquants. Il avait déjà arnaqué plusieurs de ses fournisseurs. Djilal était familier d'arnaque, c'est-à-dire qu'il livrait des gens, il livrait des produits stupéfiants, et ensuite il prenait l'argent avec les produits stupéfiants et il repartait. Donc ce soir-là, on a toujours laissé penser que finalement les derniers à avoir vu Djilal, c'était Adzimani et El Djabri, donc c'était les coupables désignés, sans même se pencher sur la thèse qui paraît évidente au regard de l'instruction et des éléments qui ont été recueillis, à savoir que Djilal avait un certain nombre de contentieux avec des clients qui l'avaient arnaqué. À l'été 2006, un autre rebondissement relance l'affaire. À la prison de Villeneuve-les-Maglones, un gitan se vante d'avoir commis un meurtre à Lunel. Ce gitan, un homme l'a entendu, Amir. À l'époque, Amir était détenu dans la même prison. Moi, je sais que devant moi, il s'est vanté du meurtre. Donc, pourtant, j'ai passé 22 mois à Villeneuve-les-Maglones. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est vanté d'un meurtre comme ça. Ses aveux, Amir les enregistre à l'insu du gitan sur un baladeur MP3. Amir se souvient parfaitement des propos de ce détenu. Moi, ça fait des années et il y en a 2 qui mangent pour moi. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, mais toi, ça s'est passé où? Il me dit, du côté du Lunel. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pourquoi tu rentres? J'ai dit, t'as jamais eu de problème? Il me dit, si, j'ai eu des gardes à vue. Il me dit, mais de là, j'ai nié. Alors, tout de suite, Amir fait parvenir l'enregistrement à la justice. quelques semaines après, on a fait sortir l'MP3 au parloir. Heureusement que la prison est une passoire. Heureusement, pour 2 innocents. De là, moi, j'ai été convoqué par leur avocat à la prison de Villeneuve-les-Maglones. Et de là, bon, les gendarmes m'ont entendu, je leur ai expliqué ce que je viens de vous dire. Et de là, ben, ils m'ont dit, le gendarme de Villeneuve-les-Maglones m'a dit, moi je crois à l'innocence de monsieur Adzimani et monsieur El Djabri Brahim. Ils m'ont dit, bon, vous serez convoqué à votre gendarmerie. Depuis, j'ai jamais eu de nouvelles. Et ça fait 1 an et demi que je suis sorti. Le témoignage de ce gitan est-il crédible? En tout cas, l'avocat général Michel Legrand le prend au sérieux. À l'automne 2006, il décide de relancer l'enquête et demande la révision du procès. Il y a 1 mois, nouveau coup de théâtre. Errol Fargier revient sur ses accusations. Il soutient toujours qu'Adzimani était sur les lieux du crime, mais il affirme aujourd'hui qu'El Djabri n'y était pas. Si je dis qu'El Djabri n'y était pas maintenant, c'est parce que j'ai la confirmation qu'il n'y était pas. Mais jusqu'à pendant 10 ans, j'étais sûr et certain mais maintenant, je suis obligé de me rendre à l'évidence. C'est un petit détail qui fait que je me rends à l'évidence. Et je reconnais qu'il y a eu confusion quelque part. Et, il faut que ce gars-là, il sorte de prison. Ce petit détail est tout simple. Un jour, en allant boire un verre en ville, Errol Fargier aurait croisé le véritable meurtrier dans ce bar. Il s'agirait d'un dénommé Kader Hadji. Roger Marc Moreau part à la recherche de ce Kader Hadji dans le centre-ville de Lunel. Nous allons essayer de retrouver la personne que M. Fargier nous indique être le véritable meurtrier dans cette affaire. Pour le retrouver, Veuillez m'excuser. le détective a recueilli le signalement de ce monsieur. Kader Hadji. Monsieur qui a les cheveux blancs. Non. Tant pis, merci. C'est une personne qui aurait les cheveux blancs, assez longs, d'origine maghrébine, une 40aine d'années, les yeux très bleus. On sait qu'il est la plupart du temps soit dans ce parc, soit au bar Cham. Il a un secteur, je crois, très restreint. Okay. Je vais peut-être questionner ce monsieur-là. Cheveux blancs, 40 ans. On cherche Kader Hadji. Kader Hadji, c'est quoi? Les yeux bleus. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait comme truc? Rien. Il travaille au parc. Hadji, pas Hadji. Adjil. Voilà. Eh bien, on va le trouver. C'est pas ce monsieur. Non, il est trop âgé.
faut passer d'ici une demi-heure. D'accord. Merci. Hein. Au revoir. Parmi ce groupe, l'assistant du détective a repéré un homme qui semble correspondre à l'homme recherché. Tu crois que c'est lui? Non, je crois pas. C'est? On a quelqu'un avec des yeux bleus, des cheveux blancs. Pourquoi il nous aurait dit que c'était l'autre? On va bien voir. Oui. Mais il n'a pas les cheveux blancs. Comment il s'appelle? Kader. Kader, comment? Hadji. Pourquoi? C'est vous? Non, je te demande pourquoi. Si c'est vous, vous pouvez me répondre. Hein. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est pas du tout pour vous embêter. Bon. Alors, on s'en doutait un petit peu. Vous faites l'objet d'une dénonciation maintenant de la part de M. Fargier également. Fargier, je ne le connais pas. Vous le connaissez pas, mais lui, il vous connaît. Oui, parce que je me suis agrainé avec lui à la tauromachie. Oui, vous êtes engrainé avec lui. C'était l'année dernière. L'année dernière, oui. Vous étiez avec un prénommé Samir. Enfin, ouais. Voilà, ouais, Samir. Ouais. Bon. Et vous lui avez, l'un et l'autre, vous l'avez un petit peu, vous lui avez dit de ta faute, il y a des innocents en prison. Ouais. C'est ça? Il dit maintenant, El Jabri est innocent. Ouais. D'accord, complètement. Ouais. Il n'a pas commis le meurtre. Ouais. Et donc il faut le sortir de prison. Ouais. Et c'est vous qui l'avez commis, donc c'est vous qu'il faut mettre en prison à sa place. Moi, Voilà. on va voir le tribunal. En 97, j'étais en prison. Vous êtes sorti quand? Sorti le mois d'avril, je crois. Ah oui. Vous n'avez pas eu de permission de sortie pour Noël? Non. En avril 98, Ouais. alors. Ma juge, c'est Madame Laporte. Madame Laporte? Ouais. D'accord, bon. Eh bien ça va vous laver de tout soupçon. Le détective va vérifier si Kader Hadji était bien en prison au moment du meurtre. Si tel est le cas, le témoignage d'Errol Fargier serait remis en question. Moi, ce que je constate, c'est que la justice a écouté religieusement ces déclarations, parce qu'il s'agissait de condamner deux hommes à des peines extrêmement lourdes. J'espère qu'ils vont l'écouter à nouveau. Maintenant qu'il dit que c'est un autre, alors il faudra mettre en prison un homme qui était déjà en prison au moment du meurtre. Ça me paraît incohérent. Bruno Ferry, l'avocat de la famille Dazouz, informe ses clients des derniers rebondissements de l'affaire. L'élément aujourd'hui le plus important, c'est, semble-t-il, ce revirement du témoignage de Fargier qui dit « Je me suis trompé, c'est pas l'un des accusés, c'est un autre ». C'est gravissime, ça. On vous sent en colère, là, aujourd'hui. Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que bon, on approche de son anniversaire, quand même. Chaque 6 mois, il y a des... Chaque 6 mois, ils nous sortent un nouveau truc, chaque 6 mois. 11 ans. C'est quand qu'on va faire ce deuil, on le fera jamais. Moi, je vois tous ces rebondissements, là, j'essaie de le voir d'une manière plus optimiste pour vous. Bien sûr, pour vous. Positive. Oui. Pourquoi? C'est un procès imparfait. Tout à fait. La condamnation des deux Azimani et El Jabri, c'est une condamnation, j'allais dire, minimum. Donc si ces éléments nouveaux-là sont confirmés et apportent une révision qui nous permettra d'appréhender l'ensemble des auteurs de ce crime, c'est mieux. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer de le vivre, hein, plutôt. De son côté, l'avocat d'Azimani et d'El Jabri demande lui aussi la révision du procès. Alors aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que on annule cette condamnation et qu'on recommence le procès. Qu'on recommence le procès au moins en nettoyant la procédure de Fargier. Qu'on écarte totalement le témoignage de Fargier, qu'on le mette de côté, qu'on le raye et qu'on retourne avec le dossier tel qu'il doit être. 11 ans après les faits, la famille Dazouz attend toujours de connaître la vérité. Ce qu'on attend, c'est que les coupables soient arrêtés, et qu'ils arrêtent d'être en cavale, et qu'ils prennent leur peine. On ne veut pas des innocents en prison. Exact. Ça, c'est... Nous, on ne le veut pas. Ça ne m'intéresse pas, ça. Eh oui. Nous, on veut les meurtriers soient condamnés. Depuis octobre dernier, le dossier est entre les mains de la Cour de cassation. Décidera-t-elle de réunir une nouvelle cour d'assises? Ce serait une décision exceptionnelle. Depuis le début du XXe siècle, seuls 6 dossiers criminels ont été révisés.
Tout de suite, le reportage de la semaine avec les experts de la gendarmerie. Vous allez nous indiquer les endroits où il y a eu des effractions sur les bâches. Le moindre indice leur permet de retrouver le coupable. Là, ça me laisse penser quand même à des gants. Histoire de star, le gang des postiches, Albert Spaggiari, les faits divers sont à l'affiche. Il y a des histoires terrifiantes, magnifiques, incroyables. Voilà, souvent la réalité dépasse la fiction. Mais pour les truands qui ont inspiré ces films, comme André Belaïch, la fiction n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Est-ce que vous pensez réellement que ça s'est passé comme dans le film? C'est impossible. Mais d'abord, le portrait de la semaine, Jérôme Pierrat, journaliste, écrivain, spécialiste du grand banditisme, il connaît tous les secrets du milieu. Il y a un moment où il faut savoir stopper, pas mettre le pied dans un certain engrenage, payer ses notes de resto et éviter d'aller faire trop la fête avec les putes, la coke et les boîtes de nuit. Jérôme Pierrat est journaliste, écrivain et scénariste. À son actif, 7 livres, tous consacrés au même sujet, le grand banditisme. Depuis 15 ans, il fréquente des gens peu recommandables, voyous, trafiquants, parrains de la mafia internationale. Il parcourt le monde entier pour les rencontrer. Ça, c'est lors d'un reportage au Japon avec les Yakuza. Et puis ça, c'était le boss de Tokyo. Cette photo, c'est lors de la première rencontre, ça, en 2001. Alors ça a l'air un peu martial et tu vois, on n'est pas très à l'aise. Ça, c'est des hommes à lui. C'était... Bah là, tu vois, j'ai l'air un peu coincé. Des cartels mexicains aux gangs des cités, le crime organisé est sa passion depuis toujours. Ça m'a pris tout petit. Non, mais j'ai pas vraiment d'explication rationnelle à la chose. Ça m'a toujours intéressé. Pas fasciné, mais j'ai toujours une curiosité pour la chose, espèce de marge, les sociétés un peu fermées. Comme moi, j'ai grandi en banlieue, dans ce qui s'appelait pas encore le 9-3 à l'époque. J'étais toujours plus copain avec le loulou de l'école qu'avec le premier de la classe, moi n'étant pas forcément un dévoyé ni un délinquant. Spécialiste du grand banditisme, Jérôme se doit pourtant de garder ses distances avec les gens qu'il fréquente. Et aussi de prendre garde à ne jamais franchir la ligne rouge. On peut devenir copain humainement avec certaines personnes, moi c'est mon cas, je ne vais pas le renier, il y a quelques types avec qui j'ai noué des relations amicales. Il y a un moment où il faut savoir stopper, pas mettre le pied dans un certain engrenage, payer ses notes de resto et éviter d'aller faire trop la fête avec les putes, la coke et les boîtes de nuit. Mais pour lui, il est impératif de fréquenter le milieu si on veut le comprendre. On peut difficilement travailler sur le crime organisé, la grande criminalité, le milieu, la pègre, enfin on l'appelle comme on veut, sans fréquenter les acteurs principaux. C'est bien de voir des avocats, c'est bien de voir des juges, c'est bien de voir des policiers qui ont un regard décalé, enfin pas décalé, je veux dire avec du recul sur le phénomène. Mais ça ne reste qu'un prisme déjà, un regard indirect. Bon, moi ça m'intéresse de discuter avec ces gens-là, comprendre leur parcours, pourquoi on bascule dans la grande criminalité. Depuis 15 ans, Jérôme s'est constitué un joli carnet d'adresses. Près de 80 individus fichés au grand banditisme. Ça va du dernier escapé du gang des tractions avant aux jeunes pousses de banlieue. Donc à peu près toute la gamme intermédiaire des générations. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Michel Ardouin, une des figures du grand banditisme français. Celui qu'on appelait le lieutenant de Messrine. Il a été proxénète, trafiquant de drogue, avant de braquer avec Jacques Messrine une dizaine de banques. Moi, on m'a appelé dans les journaux en 66, dans l'Aurore, le beau Michel de la Porte Champéret. Je prenais mon petit déjeuner tous les matins ici. Comment vous êtes connus tous les deux? Par un ami commun, mais comme toujours, les amis ça change, donc lui je l'ai gardé et l'autre j'ai viré. Ardouin a derrière lui 40 ans de grand banditisme. Pour écrire le récit de sa vie, c'est à Jérôme qu'il a fait appel. Et moi, c'est du sang et des larmes et de la boue, ma vie. Puis en plus, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il était prêt à tout raconter, même les trucs moins flatteurs, même les trucs qui tombent pas dans la romance, même les trucs qui sont pas... Souvent, quand les types se confessent, on a toujours l'impression que c'est des saints. Alors, ils ont jamais tiré sur machin, ils ont jamais vendu de drogue, ils ont jamais... Là, ce qui était intéressant, voilà, c'était ça. C'était qu'il y avait carte blanche pour tout raconter. Un homme dans les années 60, le milieu des années 60,
qui ne tuait pas des concurrents ou des emmerdeurs ou des mecs qui venaient manger dans leur gamelle, c'est qu'ils n'étaient pas en activité. Mais c'était obligé qu'il y avait des rivalités, ça se réglait à coup de calibre, ça se réglait pas en procès. J'ai déjà dit une fois, je ne peux pas faire une cellule dans ma cave et mettre un mec en prison 15 ans parce qu'il m'a emmerdé. Je suis bien obligé de l'éliminer. Ardouin avoue avoir laissé derrière lui 7 cadavres. Il a survécu à Mesrine, mais pour lui, l'ex-ennemi public numéro 1 n'avait rien à voir avec le mythe qu'on en a fait. Je n'ai aucun bon souvenir avec Mesrine, qui était plein d'ego, plein de mégalomanie. Toute sa vie, au début, a été basée sur une mythomanie, un ego et des mensonges. Et après, il a été obligé de suivre ces mensonges. Mesrine m'a intéressé parce qu'à l'époque, je venais d'avoir un problème et je voulais travailler très vite et très fort. Mais Mesrine n'était pas mon ami, c'était mon partenaire. Et si je suis allé le chercher à Compiègne, c'est par devoir, c'est pas par amitié. À Compiègne, Michel Ardouin organise l'évasion de Mesrine. C'était le 6 juin 1973. L'ennemi public numéro 1 comparaissait devant le tribunal. Ardouin dissimule alors une arme dans les toilettes, ce qui permet à Mesrine de prendre en otage le juge et de s'échapper. Aujourd'hui, dans les médias, quand on veut parler du crime organisé, c'est bien sûr à Jérôme Pierrat que l'on fait appel. Bonsoir Jérôme Pierrat. Bonsoir. Ce jour-là, il est l'invité de Vincent Parisot sur RTL. Les gangsters sont devenus des businessmen, les businessmen ont employé des méthodes de voyous. Eh ben, à bientôt, en tout cas j'ai appris plein de trucs. Bon, c'est vrai. N'utilisez plus votre carte bleue, plus j'utilise plus de carte bleue, Voilà. plus d'ordinateur, plus rien. Pour lui, le grand banditisme ne s'est pas arrêté à la fin des années 70. À chaque époque, on a un nouveau visage du voyou. Évidemment, on n'a plus le costume cravate et le chapeau mou. Maintenant, on parle avec un argot de banlieue et on met des grosses baskets et on roule en Porsche Cayenne et non plus en traction avant. Mais finalement, la base du business reste toujours la même. Le milieu, c'est un éternel recommencement, en fait. Un voyou restera toujours un voyou. Donc, tout ça, quand on parle de fin du milieu, du dernier parrain, non, c'est le dernier parrain tel qu'on l'a connu, avec ses cheveux grisonnants et peut-être son accent de la Canebière, mais il y en a d'autres qui poussent. Aujourd'hui, pour lui, la relève du grand banditisme, c'est en banlieue qu'on la trouve avec le trafic de drogue. Jérôme a accepté de nous y amener. Impossible de rencontrer les chefs de ces mafias de banlieue, on ne les voit jamais à la télévision. Lorsque Jérôme va les voir, c'est toujours sans caméra. À défaut de les rencontrer, il nous propose une visite guidée. Quand il y avait la barre ici, les mecs qui vendaient, alors ils avaient des cagoules, ils avaient... Les cages d'escalier, elles étaient condamnées pour les habitants. C'est-à-dire qu'il y avait des caddies qui étaient mis dans les escaliers pour ralentir la progression des forces de l'ordre. T'arrivais pour acheter de l'héros en bas, et puis le mec, alors il criait, t'avais une tête de cagoulé qui sortait au 2e étage, il disait « Tu peux faire monter !» Je vais éviter les anecdotes précises ici, ils vont m'en vouloir. Le trafic de drogue en banlieue est aujourd'hui tenu par une nouvelle génération de voyous plus impatiente que ses aînés. Ce qui la caractérise, cette génération, c'est son impatience. Tout le monde veut être Scarface. C'est-à-dire qu'en gros, là où les types attendaient une certaine... étaient prêts à suivre une certaine ascendance, une certaine progression par étapes, en se disant bon ok, je commence par le petit deal et puis je vais monter en gamme et tout. Là, ils veulent plus attendre. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 18-20 ans, le mec il va être tout de suite importateur. Importateur de résine de cannabis, l'activité la plus lucrative du trafic. Depuis le Maroc, des trafiquants transportent la cargaison sur des hors-bords. Ils chargent ensuite la drogue en Espagne et la convoient par autoroute dans des voitures très puissantes. On appelle ça des go fast. Direction Paris, Lyon, Marseille ou Amsterdam, à 200 à l'heure sur l'autoroute. Ils prennent 2 bagnoles tapées, des bagnoles volées, ils font des doublettes. Et puis ils chargent le shit grossièrement dans le coffre, au pire sur la banquette arrière. Et puis ils foncent sur l'autoroute jusque dans les grandes villes françaises. Alors principalement Paris, mais Lyon, etc. Donc toutes ces équipes qui veulent tenir le haut du pavé, en gros, ça donne naissance à des conflits assez sanglants. Donc on les voit surgir avec application des méthodes du grand banditisme. C'est-à-dire que tu me carottes 2 kilos de shit, je vais être fumé à coup de 11,43 ou en tout cas je vais t'exécuter. Là où les aînés, quand même, avant d'aller se flinguer, attendaient que le problème soit un peu plus important. Vu de l'extérieur, on se dit c'est les petits mecs de cité, ils sont inconnus, ils ont 20, 22, 23, 25 ans. Ça représente des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est des types, on peut plus les qualifier de petits trafiquants de banlieue. Je veux dire, on n'est plus... ils ont dépassé, et de loin, les 3/4 du banditisme français. Les paras de la pègre, c'est donc en banlieue qu'on les trouve aujourd'hui. Avec une activité principale, le trafic de drogue. Un trafic combattu depuis des années, mais qui reste pourtant très lucratif.
9h du matin à l'unité de gendarmerie d'Arras. Philippe et Thierry partent pour une nouvelle mission. Ils sont techniciens à l'unité d'investigation criminelle. On les surnomme les TIC. Ils viennent d'être appelés par les gendarmes de l'autoroute. Un poids lourd a été cambriolé pendant la nuit sur une aire de repos. La mission de Philippe et Thierry, rechercher des indices pour trouver des coupables. Merci, bonjour. Voilà, donc on a eu un vol de fret cette nuit sur l'aire de Bois-du-Haye, 126. Monsieur s'est fait fracturer son camion. Vous n'avez rien entendu Absolument rien. Aucun repérage auparavant Non, parce qu'à côté de moi, il y avait des camions, dont un qui était plombé, qui n'a pas été touché. Ouais. Il y avait un autre semi-flambant neuf à côté, qui n'a pas été touché, et personne n'en a rien entendu. Donc il y a eu une palette complète, c'est-à-dire 199 cartons de 6 flacons, pour un total d'environ 2500 €. Des flacons de parfum, un produit de luxe. Pour faire face à l'augmentation des vols de fret dans la région, la gendarmerie mobilise ses techniciens d'investigation criminelle. Un technicien en investigation criminelle est avant tout un enquêteur ayant une certaine expérience des affaires criminelles. Les TIC vont travailler de la même façon que sur une scène de crime. Première étape, faire le tour du camion. Ces trous ont été faits par les voleurs pour observer la marchandise. Deuxième étape, photographier les premiers indices. Le travail photographique dans ce cadre d'enquête, comme dans tout cadre d'enquête généralement, est indispensable pour fixer les lieux d'intervention, l'objet de l'intervention en lui-même. Bon, c'est bon pour les générales, on va repérer tout ce qui est dégradation. Vous allez nous indiquer les endroits où il y a eu des effractions sur les bâches. Troisième étape, numéroter tous les indices. La 4. Mais là, à l'arrière, j'ai de la ferraille et du plastique. D'accord. Ouais, donc c'est une marchandise qui n'est pas intéressante a priori, quoi. Voilà. Chaque trace est répertoriée. Des preuves qui seront jointes ensuite au dossier d'enquête. Quatrième étape, l'ouverture du camion. Les investigations vont maintenant se faire sur le chargement. Il y a déjà des coupures au niveau d'un carton. Ouais, t'en as au-dessus, là. T'en as là également. Et là, les enquêteurs font une découverte capitale. On vient de se rendre compte qu'on avait une tache rougeâtre qui pourrait être du sang. Donc là, on s'imagine que l'un des auteurs a pu se couper avec son cutter qu'il a utilisé et laisser sa trace biologique, en l'occurrence, sur le film de la palette. Un indice qui va être prélevé avec soin. Pour ne pas polluer la scène d'investigation, les TIC suivent un protocole bien précis. D'abord, ils enfilent des tenues stériles pour éviter de mélanger leur propre ADN au relevé qu'ils effectuent. Le prélèvement va être envoyé au laboratoire de gendarmerie de Rosny-sous-Bois pour identifier l'ADN du voleur. On pourra déterminer complètement un profil. Ce profil sera envoyé au FNAEG pour comparaison et comparer à la base nationale. Le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. 717 000 personnes y sont répertoriées, ce qui permet de résoudre de plus en plus d'affaires. Le matériel volé, je pense pas qu'on la retrouve. J'espère, mais je pense vraiment pas. Les personnes qui ont fait ça, oui. Parce que maintenant, comme m'a expliqué le gendarme, avec cette tache de sang, même s'il n'est pas fiché maintenant, s'il se fait arrêter même dans 6 mois, les données seront dans leur machine. Donc automatiquement, ils feront tout le relais. Dans le camion, tout est passé au crible. Les TIC vont traquer le moindre petit indice. Au milieu du chargement, ils font une nouvelle découverte. Un morceau de papier qui appartient peut-être au voleur. Pour les raisons d'enquête, nous allons le saisir, faire des recherches de traces en laboratoire. Cinquième étape, les portes du camion sont maintenant fermées. La suite de l'investigation nécessite le noir complet. Thierry utilise un procédé qui permet de révéler des empreintes invisibles à l'œil nu. Et cela grâce à une lampe spéciale, la crime light, la lumière du crime. Nous recherchons l'indice pour pouvoir travailler aussi bien à charge qu'à décharge. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aussi bien mettre une personne, de trouver un auteur. L'auteur, nous le trouvons et on apporte la preuve scientifique que c'est bien lui qui a commis cette infraction.
Donc là, apparemment, aucune autre trace biologique n'est visible. Nous n'avons pas des traces laissées par d'éventuels auteurs. Bon, c'est bon, Thierry? Ça y est, terminé. Les enquêteurs vont maintenant analyser leur découverte au laboratoire d'investigation d'Arras. Mais au moment du départ, une autre affaire les rattrape. Avant de partir, là, vous pourrez pas vérifier un document pour moi? Si. Ouais. Une pièce d'identité qui me paraît litigieuse. Ouais, d'accord. T'as besoin d'un coup de main pour le matériel, c'est bon? Non. Les TIC sont aussi des experts en faux documents. Au cours d'un contrôle routier, le motard a saisi des papiers d'identité douteux sur 2 individus. Les TIC vont les analyser. Donc les 2 personnes ont présenté ces documents et apparemment les filigranes n'apparaissent pas. Donc, par transparence? Oui, vérifier. Ouais, par transparence apparemment. Ouais. Ouais, effectivement, il y a une sacrée suspicion de faux documents là. Donc là, on se rend bien compte qu'on a affaire ni plus ni moins qu'à du papier blanc de ce style-là qui fluoresce aux UV. Donc là, le papier utilisé pour la fabrication de ces documents-là n'est pas un papier de l'imprimerie nationale, mais un papier d'imprimante. Oui, en plus, ce sont des documents qui ont été contrefaits à l'aide d'une imprimante jet d'encre. Oui. Oui, là, c'est flagrant. Quelles conséquences pour les personnes qui détiennent ces faux documents? Bah là, si on regarde la peine au niveau du code pénal, un faux document commis dans un document délivré par une administration, c'est punissable de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Les 2 individus détenteurs de ces faux papiers vont être mis en garde à vue. Retour à Arras, au siège de la brigade de recherche criminelle. Une brigade qui intervient sur toutes les scènes de crime, des homicides jusqu'au vol aggravé. Vas-y, bravo. L'an dernier, la brigade de recherche criminelle d'Arras a effectué 281 interventions, 49 découvertes de cadavres, 11 homicides et 29 vols aggravés. Thierry et Philippe vont maintenant analyser les morceaux de carton et le papier saisis dans le camion. Les produits utilisés sont hautement toxiques. Un bain de ninhydrine va permettre de révéler les empreintes. Voilà, donc je sors le petit papier qui a été prélevé sur les palettes. Nous allons le tremper dans cette fameuse solution dans le but d'y découvrir éventuellement la personne qui a manipulé ou écrit ce papier. Le but, c'est toujours effectivement de trouver une empreinte et cerise sur le gâteau, qu'elle soit surtout exploitable. Deuxième phase, le séchage. Bon là, je vais te donner l'indice 13, 3 volets de carton. Il va falloir attendre 24 heures pour que le produit agisse et laisse apparaître les traces latentes, c'est-à-dire non visibles à l'œil nu. Le lendemain, c'est l'heure des résultats. Les indices saisis sur le camion vont-ils révéler les empreintes des malfaiteurs? La réaction au produit est concluante. Les marques violettes sont des traces humaines. Eh ben, nous allons visionner à la loupe les traces pour voir si éventuellement elles sont exploitables. Comme ça? Vas-y, ouais. Là, ça me laisse penser quand même à des gants. Probablement les auteurs portaient des gants au moment des faits. C'est peut-être le gars qui a chargé le camion. Je te vois une empreinte. Ah, c'est pas... Non, il n'y a rien. Non, mais elle est pas complète. Elle n'est pas exploitable. Les traces ne sont pas exploitables, mais il reste un espoir. On peut dire que ce volet des investigations est clos. Pour autant, on a encore la trace biologique qui, elle, va suivre son cours et qui apportera, on l'espère, un résultat probant dans la poursuite de l'enquête. L'analyse de la tache de sang sera connue dans un mois. Elle permettra peut-être d'interpeller les auteurs de vols de fret d'Arras qui sévissent depuis plusieurs semaines.
Depuis quelques semaines, les faits divers sont à l'affiche. Le dernier gang, MR73, sans armes, ni haine, ni violence, et bientôt Mesrine, le cinéma français puise son inspiration dans les faits divers. Mais pour quelle raison? Nous avons posé la question à Clovis Cornillac, acteur principal du film Le Nouveau Protocole, inspiré lui aussi d'un fait divers sur le trafic de médicaments. Le fait divers est souvent une source d'inspiration parce qu'il y a des histoires terrifiantes, magnifiques, incroyables. Voilà, souvent la réalité dépasse la fiction. Mais les faits divers portés à l'écran sont-ils conformes à la réalité? Un fait divers retentissant est-il synonyme de succès au cinéma? André Belaïch est soupçonné d'avoir appartenu au célèbre gang des postiches. Un gang qui défraye la chronique pendant les années 70. Les braquages se succèdent, mais Belaïch finit par se faire arrêter en 1986. À l'évidence, a été interpellée ce matin l'équipe la plus ancienne, la mieux structurée et la plus dangereuse de ces gangs de postiches. André Belaïch, 36 ans, déjà condamné à mort par contumace depuis une... L'histoire des postiches, c'est celle d'une bande de gamins de Belleville. Tout jeunes, ils vivent devenus larcins, puis se lancent dans le banditisme. Braquage, évasion, 15 ans tout en haut de l'affiche de la criminalité française. Une histoire qui séduit les producteurs de cinéma. J'étais contacté par des grosses boîtes comme UGC, Gaumont, pour faire ce film. J'ai accepté par jeu au départ, j'ai tout fait pour que les scénarios soient loupés, donc bien été loupés de toute manière. Braquage, évasion, même 20 ans après les faits, bien des choses restent inavouables. Belaïch, dont le personnage à l'écran est interprété par Vincent Elbaz, n'a pas tout dit. Pour lui, la fiction est loin de la réalité. Est-ce que vous pensez réellement que ça s'est passé comme dans le film? C'est impossible. C'est 2 heures un film et qu'il faut prendre des raccourcis et qu'il faut jouer avec le public et qu'il faut jouer avec tout le monde. Il n'y a qu'une seule personne qui sait si c'est vraiment une fiction ou non. C'est même pas celui qui l'a écrit et réalisé, c'est moi. Donc je garderai ça pour moi. Chasse à l'homme, règlement de compte, suicide, le cinéma d'action exacerbe le romantisme de la violence. Mais pour Belaïch, qu'il a bien connu, la violence n'a rien de romantique. Et quand vous faites un film comme ça, où il y a une forme d'émulation du banditisme, hein, vous faites 500 000 victimes peut-être. 500 000 personnes qui fantasment et qui se disent « la route, elle est là ». Autre fait divers célèbre adapté récemment sur grand écran, l'affaire Spaggiari. Avec moi, c'est sans armes. Je serai intraitable là-dessus. Albert Spaggiari, l'auteur du casse du siècle, c'était à Nice en 1976. Au côté du mur, juste derrière moi, il y a les coffres de la Société Générale. C'était en juillet, vous vous souvenez, ici... Avec 15 complices, Spaggiari creuse pendant 3 mois dans les égouts niçois et réussit à pénétrer dans la salle des coffres de la Société Générale. Bilan, 50 millions de francs, quasiment 8 millions d'euros, le casse du siècle. Et une cavale qui va tenir en haleine la France entière. Spaggiari n'est sûrement plus sur la route. Une histoire qui devait un jour inspirer les scénaristes. Mais un fait divers, aussi rocambolesque soit-il, n'est pas forcément synonyme de succès au cinéma. On peut se dire que comme un fait divers a été très populaire, ça va faire un carton, c'est faux. Des fois, les films ne marchent pas, alors parce qu'ils sont ratés ou parce que les gens n'ont pas envie, justement. On n'est pas sûr qu'un film sur Dutroux, aujourd'hui, serait un film qui marcherait. Mais peut-être, là, il y a un film qui a été fait sur Mesrine, il y a un film qui a été fait aussi sur Spaggiari, donc on verra. On ne sait jamais. Après, c'est les films eux-mêmes qui font leur histoire. Prochainement à l'affiche, le film d'un jeune réalisateur, Jean-Xavier Delestrade, un ancien journaliste qui s'est inspiré pour son premier film, Sur ta joue ennemie, d'un fait divers qui a bouleversé toute la France. C'est quelqu'un qui a commis un acte. Donc le personnage s'appelle Julien, il est joué par Robinson Sternin. Il a commis un acte dans son adolescence absolument inouï, impensable, insupportable. Cette histoire, c'est celle de Julien, 14 ans. Elle se passe en Normandie. Le jeune garçon assassine plusieurs membres de sa famille. D'abord la mère qui rentrait les courses, 2 coups de fusil de chasse. Puis il recharge et tire 2 nouvelles cartouches sur sa sœur de 11 ans et son frère de 4 ans. Le père rentre alors du travail. Ce sera la dernière victime. En quelques minutes, Julien assassine son père, sa mère et son petit frère, laissant sa sœur grièvement blessée. Le jeune garçon a été condamné à 13 ans de prison.
Dans son film, Jean-Xavier de Lestrade essaye d'imaginer l'existence de Julien dans quelques années, quand il sortira de prison. Ce personnage, une fois qu'il a commis ça et qu'il sort de prison 13 ans plus tard, comment peut-il retrouver un visage humain? Comment peut-il retrouver sa place dans la communauté des hommes? C'est ça l'interrogation. C'est Robinson Stevenin qui interprète le rôle du jeune tueur. Un rôle difficile et qui pose des questions. Je me suis souvent dit que j'espérais que cette personne ne serait pas, n'aurait pas l'impression d'avoir été volée, qu'on ait volé son histoire pour en faire quelque chose, qu'on aille se servir en disant « Ah, ça c'est bien, il y a un coup à faire » et tout ça. Pas du tout. Le dernier gang, sans armes, ni haine, ni violence, et bientôt sur ta joue ennemie, 3 films, 3 faits divers, basés sur 3 histoires vraies, où la réalité est toujours plus forte que la fiction. La semaine prochaine, dans Faits divers le mag, notre enquête à Fréjus. Angelo, le patron de la pizzeria, est retrouvé mort devant sa porte. Mourir comme un chien comme ça, pour nous-mêmes, c'est pas possible. Qui est l'assassin? Des innocents ont-ils été accusés à tort? Si la vérité éclate, je suis content. Notre reportage sur les marchands de sommeil. Un homme condamné par la justice pour avoir loué des logements sordides à des personnes sans papier. À une époque, en 2002, il y avait une chambre où ils étaient 10. Des conditions de vie incroyables, des logements totalement insalubres. On te met une image, on te dit tu es sale. Des fois, il y a mes copines qui viennent, ils ne veulent même pas manger chez moi. Marchand de sommeil, une activité qui rapporte pourtant beaucoup d'argent.